Merci beaucoup, monsieur le professeur. Il est dommage qu'on ne puisse pas tous applaudir. Oui. Je voulais vraiment vous dire que vous nous avez fait en peu de temps, en fait, vous avez brossé un tableau très complet des vrais problèmes qui se posent à la gouvernance mondiale aujourd'hui, au-delà même du Moyen-Orient, que je pense pouvoir dire avec les membres de mon conseil d'administration ici présents que vous êtes, on ne peut plus, je dirais, dans la ligne de géopragma par rapport à nos convictions, à notre ressenti, c'est-à-dire entre idéalisme et réalisme profond. Si j'osais, je vous dirais que vous pourriez tout à fait être déjà un membre d'honneur de notre organisation. En tout cas, je vous remercie beaucoup de tout ce que vous avez dit. On va ouvrir le débat et je vais laisser le soin à Patricia Lalonde, que vous connaissez bien, de l'animer et de le coordonner entre les questions des intervenants que vous avez peut-être à votre écran en dessous, enfin que vous voyez peut-être apparaître à l'écran, et puis aussi tous ceux qui sont en attente à côté et qui ont sans doute des questions à poser. Voilà, je m'arrête ici et je cède la parole à Je voudrais vous remercier pour Patricia votre Lalonde. aménité et pour l'honneur que vous me faites. Patricia, moi j'ai des questions. Jean-Bernard, j'ai des questions. Oui, merci. Surtout des petites réflexions par rapport à Attends. Alors attends, parce qu'on ne voit pas le... Oui, cher Jean-Bernard, je te donne la parole tout de suite. Je voudrais d'abord remercier Rodolphe Elcarré de son exposé, que je dois dire que je connaissais pas mal de choses qu'il a expliquées maintenant, suite à toutes les conversations que nous avons eues ensemble. Mais maintenant, pour commencer le débat, je vais d'abord donner la parole à Jean-Bernard Pinatel, au général Pinatel, qui est vice-pragma. Cher Jean-Bernard, vous avez la parole. Bien, merci Patricia. Monsieur le professeur, j'ai été très intéressé par toutes les problématiques que vous avez soulevées. Je voudrais juste revenir sur 3 points. Vous avez parlé de l'Iran, je connais bien l'Iran. J'ai eu des conversations avec l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Belaïti. Effectivement, l'Iran ne va rien lâcher. L'Iran a la sensation d'avoir gagné dans toute cette confrontation qui s'est passée depuis l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Ils ont eu contre Daesh de l'ordre de 2500 morts qui sont enterrés dans le cimetière des martyrs que j'ai visité avec lui, et ils ne vont rien lâcher. Ils ne vont rien lâcher sur l'accord sur le nucléaire, bien dans le soutien qu'ils apportent aux milices irakiennes ou au Hezbollah, voire même au Yémen. Ils se sentent forts et voilà. Donc il faudra compter, vous avez raison de le dire, sur l'Iran. Deuxième point, alors qui m'intéresse, qui est intéressant, c'est la politique extérieure de Biden. Quand on regarde la politique extérieure des démocrates, ils ont toujours, et c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement en France, c'est l'islam radical, les démocrates ont toujours manipulé l'islam radical à leur profit. Clinton a armé les Bosniaques contre l'avis de CIA. Ensuite, Obama est allé faire son fameux discours au Caire et ensuite a soutenu Morsi face au coup d'État de Sisi. Donc, est-ce que, et ça c'est une question que je vous pose, est-ce qu'effectivement on risque d'avoir dans la diplomatie que vont mettre en place les démocrates un soutien, et notamment des frères musulmans qui nous inquiètent beaucoup en France, et donc un choix plutôt d'Erdogan face à l'Arabie saoudite. Voilà, donc ça c'est ma deuxième question. Et troisièmement, un accord avec vous, je pense aujourd'hui que l'Eurasie se crée d'est en ouest. Effectivement, avec une alliance Chine-Russie et nous en bout de course. Et en bout de course, et l'Europe n'existant pas dans ce bout de course, la Chine passant des accords avec les États qui veulent fonctionner avec elle. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre magnifique prestation. Je vous remercie, Général
Je vous suis régulièrement et je vous remercie de partager cette vision. Je ne sais pas si Madame Lalonde souhaite que je réponde directement ou je mette... Si, cher Rodolphe, je pense que c'est mieux que vous répondiez directement au général Pinatel. Vous pouvez répondre. Concernant l'Iran, effectivement, non seulement je pense que l'Iran ne lâchera rien, mais qu'il risque de durcir sa position. Moi aussi. Il risque de durcir sa position d'abord parce que la donne a changé, que la situation sur le terrain a changé et que nous ne sommes plus en 2013 ou 2014. Ça, c'est le premier point. Et je pense que de ce point de vue, Washington devra composer. Ma grande question est de savoir, je disais tout à l'heure, est-ce qu'on va pouvoir faire du neuf avec du vieux, à savoir, est-ce que M. Blinken va revenir avec la même idéologie qui a mu les dynamiques opérationnelles des États-Unis après que M. Obama ait reçu le fameux prix Nobel. Je rappelle qu'après le prix Nobel de la paix a lancé la guerre sous l'angle leading from behind, c'est-à-dire dirigé mais par l'arrière, ce qui est extrêmement hypocrite évidemment, en Libye, ce qui s'est passé avec lui en Syrie et vous avez parfaitement raison de poser la question de savoir si Blinken et l'équipe de Biden va renouer les liens avec les frères musulmans. Parce que tout le monde sait que la dynamique des frères musulmans a été soutenue par l'administration Obama de façon très claire, avec Madame Clinton en fer de lance. Et moi, je n'oublierai jamais cette photo de Madame Clinton au pied de son avion à Benghazi, serrant dans ses bras, au sens propre du terme, un monsieur qui était chef du GSPC en Algérie et en Libye, dont la tête était mise à prix un an auparavant pour $1 million par la CIA. Donc, ce sont des questions qui réellement se posent. Maintenant, les choses sont peut-être plus nuancées parce que compte tenu de la dynamique enclenchée par M. Erdogan, qui est aujourd'hui le socle principal des frères musulmans dans cette région du monde, je ne sais pas si quelque part il n'y aura pas des frictions. Je ne sais pas si, même par un effet mécanique, l'administration Clinton, l'administration Biden, regardez le lapsus, sera capable de revenir à cette dynamique qu'elle avait initiée dans les années 2009, 2010, 2011, qui consistait à faire gérer sous le label de révolution, de printemps arabe. Nous avons vu sur ces rapports, parfois les mots sont extrêmement méchants parce qu'à un certain moment, j'avais plus envie qu'il y ait de printemps. Je voulais qu'on saute directement à l'été et de l'hiver à l'été. Cette situation peut-elle revenir? Je pense que oui et non. Oui, dans ce sens que cette école que représente M. Blinken, vous avez utilisé, Général, le mot tout à l'heure, manipulation. C'est une école qui, jusqu'à maintenant, n'a pas fait son aggiornamento. Alors, s'ils pensent de nouveau utiliser des organisations du type Frères musulmans, et même plus, c'est-à-dire Daesh, c'est-à-dire Al-Nusra, qu'ils ont rebaptisé démocrates, rebelles, etc., ça, évidemment, ils se fourvoient complètement. Et encore une fois, la situation n'est pas du tout... Il y a une expression qui dit chez nous que le vent ne souffle pas nécessairement dans le sens désiré des voiles. Et s'il y a un message que je pourrais faire très modestement à M. Blinken et à son équipe aujourd'hui, ne croyez pas que le vent au Moyen-Orient souffle aujourd'hui dans le sens souhaité par vos voiles. La situation a changé. En Syrie, vous avez vu la dynamique qui s'est mise en place. S'ils souhaitent, pour parler concrètement, continuer sur la même lancée avec certaines formations kurdes, je rappelle qu'il y a 1 million de Kurdes qui vivent sur le territoire syrien qui dépendent de l'État. Donc, la question est encore plus nuancée. S'ils souhaitent continuer la politique qui a été mise en place de pression maximale et de vol des denrées alimentaires, de la production céréalière, du pétrole en Syrie, s'ils souhaitent maintenir Idlib comme un axe de fixation, je ne veux pas m'avancer à la place de l'État syrien, mais tous les éléments dont je dispose m'amènent à dire
qu'ils auront de très grosses surprises. Et de ce point de vue, une petite parenthèse, je voudrais révéler quelque chose, si vous permettez, Madame Lalonde, et si le général, quelque chose qui est extrêmement intéressant. Dans cette dynamique de vision américaine de la situation, pas seulement au Moyen-Orient, mais dans le monde. En 2004, Madame Condoleezza Rice a envoyé une lettre absolument ahurissante au ministre des Affaires étrangères syrien, dans lequel elle lui disait textuellement que les rapports que les services de renseignement américains avaient obtenus disaient que la Syrie avait une réserve de sécurité alimentaire de 4 ans. Elle en concluait, il fallait voir la logique agencée des phrases, ça signifie que vous êtes en train de préparer la guerre. Et j'en conclus, disait-elle, et je vous demande de réduire votre sécurité alimentaire à 4 mois. Vous avez vu un peu la suite. Ce sont des faits, ce sont des faits. Si les États-Unis veulent aller dans ce sens, vous savez, un blocus, c'est quelque chose de terrible pour les populations. Nous parlons ici en termes de géopolitique et parfois, malheureusement, la géopolitique a tendance à déshumaniser. Mais nous parlons d'êtres humains, nous parlons de sociétés, d'êtres vivants. Nous parlons d'êtres qui peuvent être déplacés du jour au lendemain. Ça, peut-être dans le débat, nous y reviendrons sur la question des réfugiés et déplacés. Je suis personnellement sidéré de voir que l'Union européenne est restée sur les mêmes positions concernant la question des réfugiés et déplacés. La Fédération russe a lancé une conférence. Ça, je peux vous donner un exemple concret, si vous voulez, permettant de ramener les déplacés sur le territoire syrien. La première réaction des États-Unis, ça a été de mettre le holà. Les pressions qui ont été faites sur le Liban ont été énormes, mais seulement il se fait qu'au Liban, il faut le reconnaître, je ne parle pas pour moi, mais je parle pour ceux qui ne veulent pas le reconnaître, nous avons un président de la République qui a le sens de la dignité nationale et qui a refusé les pressions. Et du coup, malgré les pressions de monsieur, comment il s'appelle, David Schenker, de M. Hale, de M. Pompeo et les menaces, le Liban a participé au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau ministériel, à la conférence. Alors, vous savez très bien le poids que, pour le Liban, pour la société libanaise, le poids que représente la présence de déplacés syriens, que certains, je mets de côté évidemment les approches racistes, etc., ça ne m'intéresse pas, mais il y a une réalité, Comment peut-on empêcher ces deux pays de trouver une solution à un problème qui appauvrit et paupérise autant la société libanaise que la société syrienne. Une des conditions de la reconstruction en Syrie, c'est le retour des déplacés. Et je vois l'Union européenne, je suis sidéré de la voir, dire exactement le même discours qui a été tenu en 2011 et en 2012, sachant que la question des déplacés et des réfugiés est une question qui a été provoquée. Et là, je suis prêt, comme je l'ai fait un jour avec le général Wesley Clark, à Doha, la seule fois où j'étais au Qatar, sur la question du Kosovo. Le général Wesley Clark, sauf votre respect général, pardonnez-moi de partir, et le respect de Madame Galacteros, mais le général Wesley Clark avait été présenté comme expert en migration internationale. Alors vous voyez un tout petit peu l'ampleur de la caricature que c'est. J'espère que l'Union européenne va se ressaisir de ce point de vue et je compte sur toutes les éminentes personnalités qui participent à Géopragma pour prendre pression de nouveau pour qu'il y ait un autre son de cloche, une autre vision et qu'on puisse réorienter ce travail que devrait faire l'Union européenne sur elle-même de façon à ce qu'elle soit plus présente dans le monde. Merci, cher Rodolphe. Je vais juste ajouter une petite anecdote. J'avais moi-même posé une question à Federica Mogherini à l'époque au Parlement européen en plénière à propos des réfugiés syriens. Et elle m'avait répondu, écoutez, Madame Lalonde, je ne vois pas comment nous pourrions aider au rapatriement des réfugiés parce qu'ils risquent leur vie en Syrie. Voilà ce qu'elle m'avait répondu. Mais sur ce point, permettez-moi, on parlait tout à l'heure de l'ONU.
et on parlait des alliances qui tentent de se mettre en place. Je pense que ce qui est en train de se mettre en place, même si c'est extrêmement dangereux actuellement parce que ça va aviver les tensions, ne fera pas long feu. Pardon, fera long feu. Pardon l'expression. Fera long feu. La seule voie possible du point de vue légal, non, il y a d'autres aspects de la question qu'on peut discuter, mais du point de vue légal, c'est revenir au principe du droit international et respecter toutes les résolutions de l'ONU qui ne sont pas un menu à la carte. Tout le corpus du droit international en matière de solution de la question israélienne, parce que moi je ne dis pas question palestinienne. La Palestine, c'est un pays, je suis prêt à débattre de la question. Rappelons-nous que la résolution 181 du Conseil de sécurité portait création de 2 États sur un territoire, et le territoire s'appelait le pays, s'appelait la Palestine. Venons au texte. Cette voie est extrêmement importante si nous voulons aller dans le sens de l'esprit que j'ai exposé tout à l'heure, d'une solution politique des conflits. Personnellement, je ne suis pas tout à fait naïf. Pour le dire aussi franchement, je crois que ces choses-là ne pourront se mettre en place que si le rapport de force est inversé. Et ça nous amène à la question, encore une fois, géopolitique de l'Iran. M. Blinken, M. Biden et toute l'équipe, on va voir s'il va nommer, ou je ne sais pas s'il a nommé Mme Flournoy, mais qui est un faucon parmi les faucons, ils vont essayer de négocier sur la question des missiles balistiques iraniens. Là également, on l'a dit, les Iraniens refuseront totalement. C'est comme si on demandait à quelqu'un qui a réussi à créer un équilibre de la dissuasion, de se démettre totalement de ce qui fait justement sa force dans ce jeu international. Et donc, si le changement de rapport de force n'est pas effectué dans le sens de la dissuasion, on ne pourra pas aller vers le sens de l'application du droit. Merci, cher Rodolphe. Alors, je vais passer aux autres questions. Je vois qu'il y a une question de Christopher Cullen, qui est notre secrétaire général, qui voudrait vous poser une question sur le Liban. Christopher, est-ce que tu... Bonsoir à tous. Voilà. Donc, vous m'entendez? Oui. Allô, vous m'entendez? Oui. Oui. Bonsoir à tous. Merci à tous nos adhérents d'avoir rejoint cette conférence et merci à vous, professeur El Carré, pour vos remarques très pertinentes. J'ai une question pour vous. Donc, avec la nouvelle administration aux États-Unis, donc sachant bien sûr que Tony Blinken est un expert reconnu au département d'État par rapport à son expérience sous l'administration Obama et sous l'administration Clinton. Donc, pensez-vous qu'il y aura une poursuite en fait de la politique américaine étrangère qui date au moins de l'administration Clinton au début des années 90, donc ça fait presque 30 ans, par rapport au dialogue entre les Israéliens et les Palestiniens? C'est la première partie de la question. Et la deuxième partie, pensez-vous que cette administration US va continuer d'appuyer le processus entamé par Trump avec les Israéliens pour une paix avec le Liban? Merci. Alors, concernant d'abord la question de la Palestine, pour le dire très franchement, depuis l'assassinat de Rabin et l'assassinat d'Arafat, je pèse mes mots, je l'ai dit au Parlement européen devant des représentants israéliens, ils n'ont pas scié, depuis l'assassinat de Rabin et d'Arafat, le compromis historique qui avait été élaboré dans le cadre de la conférence de Madrid, c'est-à-dire la terre contre la paix, a été totalement battu en brèche. Et aujourd'hui, avec tout ce qui a été mis en place, notamment avec le président Trump, ou l'ex-président Trump, pas encore le 20 janvier, et l'amateurisme de son gendre, etc., je pense qu'on a aggravé la situation. Pardonnez-moi l'expression, les rafistolages qu'on est en train de voir actuellement entre l'autorité palestinienne et certaines structures sécuritaires israéliennes ne changeront rien à la donne. Il y a
une modification démographique qui s'est produite en Cisjordanie occupée. Il y a en arrière-plan, et ça, il faut, je pense qu'on le sache, il y a un plan israélien qui consiste à transférer les Palestiniens dits de 1948, les uns les appellent les Arabes israéliens, ce sont les Palestiniens de 1948, vers l'extérieur de la région. Ce sont les vrais plans qui remettent en question cette dynamique, si vous voulez, de solution politique de la question en Palestine. Et donc, je ne vois pas du tout, si on continue sur cette même voie, avec une donne tout à fait différente, de nouveaux équilibres, de nouveaux rapports de force. Regardez sur le terrain, une petite région enclavée, totalement enclavée, encerclée, qui vit un blocus depuis des années, dont les habitants et les enfants n'ont jamais connu que le blocus, est capable aujourd'hui, d'une certaine manière, de tenir tête à l'appareil sécuritaire et militaire israélien. Donc, il faut repenser les choses à ce niveau. Je ne sais pas si j'ai entièrement répondu à votre question, mais je suis très dubitatif et je mets énormément de doutes sur la possibilité de relancer autre chose que des aspects sécuritaires, techniques, localisés au niveau du quotidien. Au niveau du politique, on ne le voit pas. D'autant plus que... pardon? Non, allez-y, allez-y. Attendez, la dynamique israélienne actuelle, notamment avec Netanyahou, ne va pas du tout dans le même sens. Est-ce que les Américains, est-ce que Blinken, est-ce que Biden voudront changer d'équipe parce qu'ils sont capables de le faire au sein de l'État d'Israël? Ça, nous verrons. Nous verrons quelle est l'influence aussi des groupes de pression aux États-Unis. Ça, il faudra prendre en considération tous ces paramètres. Concernant le Liban, il n'y a pas de processus de paix avec le Liban. Ça nous ramène, M. Kounen, je vous remercie de poser la question, ça nous ramène à la question du récit. Le récit qui est fait dans la presse dominante, via les agences, sur par exemple ce qui s'est passé au Liban au cours du dernier mois. On nous a présenté ça comme si le Liban allait prendre le train en marche après la révélation au grand jour. L'expression de dire c'est sorti de sous la table pour être mis sur la table, des liens entre certaines monarchies ou pétromonarchies du Golfe et les instances ou les institutions militaires israéliennes. On les connaissait depuis longtemps. Aujourd'hui, les choses sont en train de se révéler. Ça serait intéressant de débattre sur cette question parce que ça nous amène à approfondir encore plus, si vous voulez, les problématiques de la région. Mais ce que je peux vous dire et vous garantir, c'est qu'il n'y a aucune possibilité aujourd'hui de solution au niveau bilatéral entre le Liban et l'État d'Israël. D'une part, nous avons le problème des réfugiés palestiniens. Pour la question syrienne, je dis des déplacés. Pour une question, il y a un aspect juridique de la question. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, nous avons des territoires occupés. Des territoires physiquement occupés par les Israéliens. Troisièmement, nous avons vu la volonté israélienne d'empiéter sur notre zone économique exclusive. Les Israéliens veulent nous imposer leur propre vision de la zone économique exclusive. Les choses ont été clarifiées par le président de la République et par les instances officielles libanaises. Ça n'a rien à voir avec une question de paix ou pas de paix, ça a une question de délimitation de la zone économique exclusive. Je pense personnellement que vu l'orientation prise par les Israéliens actuellement à certaines déclarations, ces négociations ou qui consistent à récupérer nos droits dans cette zone économique exclusive et libérer les territoires occupés, je ne pense pas qu'aujourd'hui elle soit à l'ordre du jour. Et il y a une deuxième chose concernant, si vous voulez, ce récit qui a été fait. La question, il a été fait dans le cadre d'une dynamique où on a voulu investir ou utiliser lors de la campagne électorale de M. Trump dans son programme pour un deuxième mandat les réalisations qu'il aurait pu faire dans la région. Regardez,
moi, Trump, j'ai réussi à faire la paix dans la région. Nous allons voir si cette dynamique mise en place va aboutir à la paix ou à une solution politique. La paix est un grand mot. Ou alors si on va vers une régénération des causes du conflit. Et les causes du conflit, c'est le refus d'appliquer le droit international, c'est l'occupation des territoires. Comment voulez-vous que la Syrie accepte que le Golan soit reconnu comme annexé parce que M. Trump a décidé de dire que le Golan vous appartient? Même chose pour Jérusalem. Comment voulez-vous que le Liban accepte de se défaire de ses droits sur le plan territorial terrestre et sur le plan de la zone économique exclusive? Comment voulez-vous que nous acceptions au Liban, maintenant je parle en tant que les Libanais, si vous voulez, que nous acceptions que ce qui régule les principes de définition d'une zone économique exclusive, et notamment l'accord Newcomb-Polé de 1923, soit remis en question. Nous avons des référents internationaux. Et si vous permettez, si je peux me permettre, je ne veux pas prendre beaucoup le temps de parole que les autres intervenants voudraient faire, mais très rapidement, c'était une petite chose qui s'est produite au Parlement européen, où un jour j'ai eu en face de moi deux éminents responsables de l'État d'Israël. Pour la faire très courte, l'un d'entre eux a dit qu'il n'y avait pas de leadership palestinien et qu'il n'y avait aucun référent international pour régler la question israélienne et la question de Palestine. Alors, j'ai expliqué à l'auditoire et aux éminents et honorables députés, non, il y avait un véritable corpus, à commencer par les résolutions 181. La réaction de M. Heller, Mark Heller, conseiller de Ehud Olmert à l'époque, c'était en 2009, a été de dire, mais vous parlez de la résolution 181 du Conseil de sécurité. Or, la résolution 181 émane de l'Assemblée générale des Nations unies et toutes les résolutions de l'Assemblée générale ne sont pas contraignantes. Ma réponse a été très claire. La résolution 181 émanant de l'Assemblée générale des Nations unies a porté création de l'État d'Israël, l'État de Palestine on l'attend. Si elle n'est pas contraignante, je ne suis personnellement pas contraint d'accepter l'existence de son État actuel. Et là, il ne savait plus quoi dire. C'est pourquoi je pense qu'il est important, encore une fois, d'avoir à l'esprit le droit international, tout en n'étant pas naïf, en sachant que ce droit international ne saurait être appliqué que s'il y a un équilibre des forces, si on restaure l'équilibre dans la région et si on va vers un processus global de coopération. Pourquoi empêcher? Ça, c'est la politique de M. Trump. On va voir si M. Blinken va continuer à la suivre. Et je pense que pour l'instant, des éléments dont je dispose, il pourrait continuer sur la même voie et certainement se servir de l'héritage de M. Trump pour renforcer également les pressions et peut-être agir avec des manières qui relèveraient plus de chantage. Vous savez très bien que nous avons besoin d'une coopération régionale au Liban, en Syrie, en Irak, en Jordanie, une coopération régionale pour résorber en partie la crise économique, mettre en commun les moyens. Je vous donne un exemple très simple. Nous avons une production agricole au Liban. Pourquoi nous empêcher d'écouler cette production agricole en Irak qui est demandeur? Tout simplement parce qu'on veut nous interdire de faire passer les camions de produits maraîchers et de production du Liban vers l'Irak. Ça, c'est une démarche qui est une démarche destructrice. Pourquoi, pourquoi imaginer que nous puissions l'accepter? Pourquoi imaginer que nous ne puissions pas nous rebeller contre ce type de politique? Nous attendons de voir ce que M. Blinken va faire. Merci Rodolphe. On va prendre d'autres questions parce que ce serait bien que tout le monde puisse poser ces questions parce que le temps presse. Voilà. Nous avons une question de M. Guilain de Castelbajac, qui fait partie du conseil d'administration de Géopragma. Guilain, je crois que tu as une question à poser. Guilain. Si j'ai une question par email au préalable à cette réunion. Vous m'entendez, monsieur le professeur? Je vous entends mal. Pardonnez-moi, mais vous devez être en province, j'imagine.
C'est à cause de la liaison Internet. C'est chez moi. La liaison Internet est meilleure là où je me trouve que chez moi à Paris, figurez-vous. Mais effectivement, vous avez bien noté, je me trouve en Gascogne et non pas en province. Absolument. Vous m'entendez quand même ou pas? Oui, oui, là je vous entends. Si je ne vous entends pas, je vous le dis. Bon, oui. En fait, j'avais remarqué avant l'intervention, j'ai regardé rapidement effectivement que vous parliez d'Israël, que vous étiez critique à l'égard d'Israël à juste titre pour beaucoup de points. Enfin, je suis neutre sur la question. Moi, j'entendais également que vous notiez le fait que les frontières issues des accords Sykes-Picot étaient à votre sens importantes, et je peux comprendre que dans le cadre du droit international que vous citez, c'est important. Mais moi, je ne suis pas convaincu par la nécessité absolue, intangible, et je sais que j'ai souvent des conflits même au sein de Géopragma sur ce point. Je ne suis pas convaincu de la nécessité intangible de garder les frontières issues des accords de Sykes-Picot, notamment. Je parle cette fois au Levant. Je me pose la question, et je vous pose la question, et de manière tout à fait ingénue, hein, je ne suis pas partisan de changer les frontières pour changer les frontières, mais disons que je n'interdis pas. Je pense qu'il ne faut pas s'interdire d'y penser, d'avoir ce débat. Concernant le Liban, qui a fêté les 100 ans dans le cadre du Grand Liban, des frontières du Grand Liban cette année, pensez-vous que le Liban, dans ses frontières actuelles, soit un État viable? Et je pose la question pour le Liban, comme je peux poser également la question pour la Syrie. Je pose la question également pour Israël, qui n'est pas, à mon avis, viable dans ses frontières actuelles de facto. Et je mets tout cela en lumière de quelque chose qui se trame en ce moment entre les Saouds et Israël, qui est, à mon avis, quelque chose qui se trame entre les Al-Saoud et Israël, et l'État d'Israël, qui est, à mon avis, le fait d'une sorte de reconnaissance pour l'Arabie saoudite qu'elle devienne, aux côtés d'Israël, la gardienne des 3 lieux saints de l'islam. C'est-à-dire que nous aurions un changement total du paradigme que vous venez de dénoncer, y compris les blocus auxquels le Liban fait face, etc., parce qu'il y aura un changement total. Je pense qu'aujourd'hui, Israël et l'Arabie saoudite veulent être les nouveaux gendarmes du monde arabe, et Israël est un État arabe, parce qu'il y a une population arabe importante, il ne faut pas l'oublier. Et il me semble que cela passera peut-être, et à mon avis certainement même, cette recomposition passera ou passerait, si bien sûr d'autres États sont partie prenante, par peut-être des remaniements de frontières. Voilà, je voulais avoir votre opinion là-dessus. Je vais commencer par la fin. L'Arabie saoudite, nouveau gendarme de la région. Avec Israël. Attendez, oui, j'y viens. Nouveau gendarme de la région aux côtés de l'État d'Israël. Pour moi, non. Je mets même des guillemets, mais ça c'est mon point de vue. Il faudrait d'abord, prenons les choses concrètement. L'Arabie saoudite, avec tous les moyens dont elle dispose, a subi une défaite cuisante au Yémen. Vous voulez que l'Arabie saoudite aujourd'hui soit gardienne de la région à côté de l'État d'Israël? Prenons l'État d'Israël. L'État d'Israël et son armée ont subi plus qu'une défaite cuisante en 2006 au Liban. C'est peut-être le plus faible État arabe qui a infligé aux Israéliens cette défaite cuisante. Et depuis, et ça je peux témoigner de la chose. Moi je sais ce que ça signifiait avant 2006. Hein? L'hégémonie israélienne, la prégnance belliqueuse de l'État d'Israël sur le Liban. Lorsque les avions israéliens venaient lancer des jouets sur les camps palestiniens et sur certaines régions libanaises, qui étaient des jouets piégés. Aujourd'hui, ils sont incapables de le faire. Aujourd'hui, ils sont dans une situation défensive. Regardez les dernières manœuvres qu'ils ont effectuées. Ce sont des manœuvres de défense. Ce ne sont pas des manœuvres d'attaque.
il y a quelque chose qui a changé dans le rapport de force. Donc, je pense que si on réfléchit en termes de nouveaux gendarmes, ça va, et vous avez raison de le souligner, à l'encontre de tout ce que j'ai proposé dans mon propos. Tout ce que j'ai proposé tout à l'heure va totalement à l'encontre de cette notion de gendarmisation de la région. On cherche régulièrement de nouveaux gendarmes, puis les nouveaux gendarmes s'affaiblissent, on en cherche d'autres. Il faut changer de paradigme, là également. Maintenant, concernant les frontières, permettez-moi de faire un petit rappel. Moi, j'appartiens à une génération qui a accompagné, d'une certaine manière, dans sa jeunesse, le mouvement de décolonisation. Et je me souviens qu'à l'époque, les grands leaders de la décolonisation avaient adopté le principe suivant. Nous n'allons pas modifier les frontières héritées de la colonisation, car la modification des frontières héritées de la colonisation va ajouter au désordre de la colonisation un nouveau désordre. Et du coup, ils avaient accepté le principe de l'intangibilité des frontières telles qu'elles avaient été, notamment de façon totalement arbitraire, que ce soit au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en Afrique, le principe de cette intangibilité des frontières. Et ce principe a été adopté et confirmé par la charte de l'ONU. Aujourd'hui, tous ceux qui rêvent de remodeler le Moyen-Orient, on connaît le programme, on connaît la théorie de Madame Rice, on connaît la carte du fameux colonel Ralph Peters, etc., peuvent rêver. Et je pèse mes mots. Parce que aujourd'hui, la seule solution, c'est le respect des frontières, mais l'ouverture des États qui sont concernés par ces frontières sur eux-mêmes. Vous allez me dire ici, et l'État d'Israël. Et là, la problématique change complètement. L'État d'Israël n'est pas un État qui avait des frontières. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas défini leurs frontières. Là, ça nous fait entrer dans qu'est-ce que l'État d'Israël? Pourquoi est-ce que les propos que je tiens sous cette forme-là ne sont pas compatibles avec la problématique palestinienne? C'est ici entrer dans un autre débat qui concerne la création même de cet État. Et là, je ne veux pas parler de 1940. Je ne veux pas parler de 1948. Si ça vous intéresse, oui. Vous m'entendez? Attendez, je vais terminer sur le Liban. Je peux vous envoyer une lettre écrite par Lord Halford Mackinder en 1919 à Lord Balfour, qui lui dit textuellement, mais là je ne vais pas vous embêter à lire ces passages, mais je peux vous l'envoyer si vous le souhaitez. Il lui dit textuellement, il lui explique pourquoi nous avons raison de créer ce qu'il appelle un foyer national juif en Palestine, parce que lui qui occupe la colline citadelle contrôle l'Eurasie, contrôle l'Afrique et contrôle l'Europe. Ça, c'est une question de géopolitique sur laquelle je ne voudrais pas m'étendre actuellement. Si l'on croit que l'atomisation, et je voyais, si vous voulez, votre approche venir, l'atomisation des États existants sous une forme communautariste, c'est-à-dire un État maronite, un État chiite au Liban, un État chiite, un État druze, un État sunnite, etc. Nous sommes en train de recréer les conditions de guerre indéfiniment sanglante qui risquent de reprendre à tout moment. Je disais tout à l'heure, M. Telbajak, qu'avec la diversité, vous avez deux possibilités. Soit la dislocation, mais la dislocation à l'infini, l'atomisation, la fragmentation, ou alors l'utilisation de cette richesse, mettre à profit cette diversité et cette richesse, mettre les potentiels de diversité et de richesse en commun pour construire un espace viable commun. Et ça, c'est la dynamique dans laquelle je ne suis pas du tout l'observateur qui regarde à partir d'une tour d'ivoire, avec le respect que je dois pour Montaigne, mais c'est le sens du combat que je mène personnellement, l'ouverture de ces sociétés sur elles-mêmes, leur apaisement, la construction d'un avenir commun sur
sur tous les plans, et surtout le fait que la puissance, le vaisseau mère hégémonique, cesse de vouloir nous disloquer et de nous jouer les uns contre les autres, de façon à ce qu'on puisse construire un avenir apaisé pour l'ensemble des générations futures dans cette région du monde. Alors, oui, merci, mais ce n'est pas incompatible pour moi. Il y a quelque chose qui s'appelle une confédération. Ces États peuvent très bien... l'avenir est peut-être dans une confédération, dans des relations apaisées, justement, entre ces... Écoutez, attendez, pardonnez-moi de vous couper et de vous interrompre. Si on part du principe du droit des peuples à s'autodéterminer, à décider de leur avenir, moi, je ne me permettrai pas de venir dire à l'Italie qu'elle doit se confédérer. Je ne me permettrai pas de dire à la Belgique qu'il faut qu'elle se disloque pour se recomposer. Et je demande instamment à tous nos amis, comme vous-même, parce que je sais que vous êtes un ami du Liban, comme d'autres, de nous aider à nous construire et pas à nous disloquer, à nous fragmenter pour nous recomposer. C'est comme un médecin qui voudrait dire, bon, celui-là, il a un bras dans le plâtre, etc. Je vais le casser entièrement pour le recomposer à ma manière. Non. Ce type de vision, je crois, n'est pas bon pour la construction de l'avenir, ni de ces sociétés, ni de leurs relations avec le reste du monde. Il faut respecter les sociétés, respecter, je le disais tout à l'heure, respecter le donné que se sont donné eux-mêmes ces sociétés sur le plan politique, sur le plan du système de fonctionnement politique, etc. Je ne compare pas, comme un pédiatre, je ne compare pas un enfant par rapport à un autre enfant, une société par rapport à une autre. Quand je parlais des États-Unis tout à l'heure, je disais que les États-Unis voulaient imposer leur propre loi nationale à l'échelle du monde. C'est une chose que je récuse. Et je suis prêt à débattre j'ai débattu avec des Américains sur la question. Si je voulais revenir à la gestation des États-Unis, croyez-moi, ce n'est pas vraiment le modèle. Et nous avons vu ce qui s'est passé au cours des derniers mois aux États-Unis, où, que ce soit par le biais de la pandémie, par la grâce de M. Trump, etc., nous avons vu quels sont les véritables tares de la société américaine. Alors, je crois qu'il faut revenir à ce principe de non-ingérence. Si on a des idées, on peut les proposer, mais aller de nouveau dire, on a déjà eu la fragmentation de Sykes-Picot. Moi, je connais des gens qui ont dit, et c'est un peu la logique de Daesh, on va transgresser les frontières. Et personnellement, je dis non. Il faut à la fois respecter les frontières et ouvrir ces frontières. C'est exactement ce qui s'est passé en Afrique au moment de la décolonisation. Souvenez-vous, et là j'entre, pardonnez-moi, dans le vif du sujet. Un monsieur comme Lumumba, un monsieur comme Mbarka, et d'autres personnages de la décolonisation ont refusé le changement de frontières, mais ont proposé une reconstruction de l'Afrique en ouvrant ces entités créées par la colonisation sur elles-mêmes. Le résultat, ça a été quoi, monsieur de Castelbajac? Ça a été qu'on les a assassinés. Est-ce que nous voulons revenir à cette situation? Vous avez vu que l'assassinat politique, et je terminerai sur ce point, oui. Je parle notamment de l'assassinat du général Soleimani et du général Mohandes récemment, comme outil d'action politique. Eh bien, je vous garantis, et je prends la responsabilité de mes propos, croyez-moi, le crime n'est pas resté impuni et il ne restera pas impuni. Ce n'est pas une menace, c'est un constat. Et c'est un constat politique, pas un constat sécuritaire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que... Rodolphe. Je termine sur ce point, Madame Lalonde. Je termine sur ce point parce que la donne a changé et ces sociétés ont aujourd'hui les moyens de dissuader des forces qui veulent les disloquer. Et je pense que c'est ce que nous allons voir dans les mois qui viennent si nous allons dans le sens d'un revivalisme de la dynamique de Madame Clinton, Monsieur Obama, etc. Merci Rodolphe. Je suis désolée de vous couper. Je suis désolé d'avoir été long, mais Monsieur de Castelbajac a le don de susciter et d'aiguillonner l'intellect. Voilà, mais je crois que nous avons encore une question. Vous avez deux questions, je crois. Vous avez une question de Monsieur Emmanuel Hugues Despointes. Alors, voilà. Monsieur Despointes, votre micro n'est pas activé. Vous m'entendez? Oui.
Oui, voilà, ma question est la suivante. Je pense que les Palestiniens n'ont pas su négocier de façon efficace. Excusez-moi, je vous entends très mal. Je pense que les Palestiniens Oui. ont commis l'erreur d'adopter une attitude maximaliste vis-à-vis d'Israël en exigeant le retour de tous les réfugiés en terre d'Israël, ce qui aurait impliqué la fin de l'État juif, ce qu'aucun Israélien ne peut accepter. Et ça, Arafat est très largement responsable de ça. Cher monsieur, ce que pensent les Israéliens du maximalisme, pardonnez-moi de le dire sur cette façon peut-être un peu brutale, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le droit international. Il y a une résolution qui s'appelle la résolution 194 du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette résolution doit être appliquée, comme toutes les résolutions des Nations unies. C'est la seule voie possible. Concernant la sécurité de l'État d'Israël, je suis très bien placé pour vous dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est notre sécurité à nous. C'est nous qui, pendant 50 ans, et je suis physiquement à même de vous donner un exemple, c'est notre sécurité à nous, au Liban et ailleurs, qui a été menacée par le caractère belliqueux de l'action israélienne. Pour moi, il y a comme référent le droit international. Si les Israéliens veulent parler de sécurité, ils n'ont qu'à reconnaître ce qui s'est passé en 1948 et revenir au compromis historique qui a été accepté par les Palestiniens. Position maximaliste des Palestiniens, non, c'est une erreur. Les Palestiniens n'ont jamais eu de position maximaliste. Les Palestiniens ont eu une position, et je parle de ceux qui représentent aussi officiellement la Palestine aujourd'hui, c'est-à-dire l'autorité palestinienne d'une part et l'OLP, ils ont accepté un compromis historique. La terre contre la paix. Ce sont les Israéliens qui n'ont pas respecté cet accord. Et donc, si on veut réellement, sur le plan politique, résoudre le problème, on revient au droit international et à un compromis historique équitable, avec la proposition Jérusalem, capitale de l'État de Palestine, pas un ersatz sur une petite colline construite avec l'argent de je ne sais pas quelle pétromonarchie, et deuxièmement, un changement total de l'imaginaire israélien, de la culture israélienne, de la vision qu'ont les Israéliens de cette région du monde. Vous voulez que je vous en donne un exemple? Oui. Je vous suggère de lire ce qu'a écrit le conseiller de Menachem Begin en 1978, Oded Yinon. Une stratégie pour Israël dans les années 80. Ça a été le bréviaire de Sharon lorsqu'il a occupé le Liban, lorsqu'il a lancé l'opération contre le Liban. Vous avez vu le résultat. De 1982 à 2000, retrait israélien sans condition du Liban Sud. En 2006, échec total de l'opération militaire. Et aujourd'hui, dissuasion. Alors, c'est aux Israéliens qu'il faut poser la question, pas aux Libanais, pas aux Palestiniens. On ne peut pas demander à ceux qui ont été chassés de leur terre de se suicider de nouveau. Et ça, je ne voudrais pas entrer dans un débat long sur la nature de l'État d'Israël, de l'État actuel, je parle, qui n'a rien à voir avec la question religieuse, évidemment, que personne ne se méprenne sur mes propos. Mais c'est aux Israéliens qu'il faut poser la question de savoir s'ils veulent appliquer le droit international ou pas. Ce n'est pas aux Palestiniens qu'il faut les poser. Désolé, mais je pense, vous savez, ce qui est bien, je pense, dans ce type de débat, c'est qu'on peut être franc. Maintenant, je sais aussi être là où il faut diplomate, je sais adapter, avoir la souplesse nécessaire. Mais ici, puisque nous débattons d'idées, autant être franc en parlant des idées. Merci, merci Rodolphe. Je sais que vous êtes capable d'être très franc et direct. Là où il faut. Mais j'espère que je ne vous ai pas heurté, monsieur. Ah non, pas du tout. Bon. Pas du tout. Alors, attendez, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des débats, chacun dans son coin, c'est un peu compliqué. Je crois qu'il y avait d'abord une question d'Emmanuel Gou, je ne sais pas s'il est parti ou pas, et je ne sais pas s'il voulait poser sa question. Emmanuel est parti. Bon, Emmanuel est parti. Dommage. Et je crois qu'il y a une question de Caroline. Il va revenir. Ah bon, il revient. Voilà, il revient. Oui, non.
Bonjour Emmanuel. Donc voilà, je sais que tu avais une question à poser. Bonjour professeur. Oui, vous avez en partie répondu à ma question parce que moi, la question que je me pose, et donc que je vous pose, moi j'ai pensé en revanche que Trump a fait bouger les lignes. Je pense que Trump a fait bouger les lignes. Fait bouger les lignes. Je crois que la négociation, après justement la faillite des accords de Begin avec Arafat, avait amené un développement des colonies totalement, dans un premier temps, irrationnel, mais aujourd'hui, ce développement est tel que la situation n'est plus réversible. Vous savez bien comme moi qu'il y a 30 ans, quand on se baladait dans les territoires occupés, dans la Palestine, en Cisjordanie, quel que soit le nom, il y avait quelques îlots de colonies israéliennes entourés par la Palestine. Aujourd'hui, quand vous y allez, c'est exactement le contraire. Exactement. Vous avez des îlots palestiniens entourés par les colonies israéliennes. Penser que cette situation soit réversible, pour moi, me semble très naïf. Donc, je crois malheureusement que la situation est ainsi, que les Palestiniens ont en certains moments très bien négocié, en d'autres très mal négocié, qu'il y a des intérêts en Palestine qui sont très différents entre ce que peut être la situation à Gaza et ce que peut être la situation en Cisjordanie. Même au sein de la Cisjordanie, les intérêts sont tels que parfois même des clans palestiniens ne souhaitent pas une solution. Donc je crois qu'aujourd'hui, en fin de compte, cyniquement, je le reconnais, cyniquement, le fait d'avoir dit la capitale est Jérusalem et on y met des ambassades est une provocation utile à tenter de trouver d'autres solutions. Et dans la question que je vous avais écrite en marge sur le chat, parce que je ne pensais pas intervenir directement, il y a un pays que je connais bien, que vous connaissez encore beaucoup mieux que moi, qui est l'Iran. Vous l'avez très bien décrit, la situation dans laquelle se trouve l'Iran aujourd'hui, je partage votre avis. J'ai envie de dire, moi je trouve que, connaissant un peu cette région du monde, les deux peuples les plus intelligents de cette région sont les Iraniens et les Israéliens. Et paradoxalement, je n'ai pas compris la dernière phrase, il y a une coupure. Je dis que les deux peuples les plus intelligents de la région sont peut-être les Iraniens et les Israéliens. Et je me demande parfois, je m'interroge parfois pourquoi ces deux intelligences, à laquelle j'associerais aussi le Liban, votre pays, pas parce que c'est votre pays, mais j'associerais aussi le Liban, mais en rapport avec les Émirats, en rapport avec l'Arabie saoudite, qui me semble un peu des pays très différents, pourquoi il n'y aurait pas un jour une possibilité que ces intelligences se rencontrent, plutôt que se contredisent de façon permanente? Alors c'est un espoir vain, mais moi je suis allé sur la tombe d'Esther en Iran. Les traces de l'influence juive dans l'histoire perse sont nombreuses, et le nombre d'Israéliens d'origine perse sont aussi très nombreux. Donc je me dis qu'en fin de compte, ce qui s'est passé avec Trump est peut-être à la fois la conclusion d'efforts qui étaient inutiles, qui ont été massacrés à droite, à gauche, à l'est et au nord, au sud et à l'ouest, et que donc peut-être qu'à partir de cela, il faut tenter d'imaginer de nouveaux scénarios. Alors, concernant le fait que M. Trump a fait bouger les lignes, ça, je vous le concède très volontiers. Non seulement il a fait bouger les lignes, mais il a commencé à provoquer de véritables cataclysmes, et je ne sais pas si les héritiers actuels seront capables de réparer les dégâts. Ça, c'est le premier point. C'est vrai qu'il a fait bouger les lignes. Mais à sa manière. Et est-ce qu'il est sûr que les lignes devaient bouger de cette façon-là? Moi, je n'en suis pas sûr du tout. Le deuxième point, concernant les colonies, vous avez encore une fois tout à fait raison de dire que la colonisation à outrance, l'occupation de l'ersatz des 21% acceptés par les Palestiniens dans le cadre de ce compromis historique est désormais, sur le plan démographique, quasiment irréversible. Sur le plan démographique, mais sur le plan politique et sur d'autres plans, ça c'est à voir. Ça c'est à voir.
il faudra poser la question à la société israélienne. La question d'un seul État binational, est-ce qu'elle est viable? Comment et pourquoi? Mais si elle est viable, ou si elle peut être viable, il faudra que la nature même de l'État israélien tel qu'il a été conçu par l'idéologie sioniste change. Est-ce qu'ils sont capables aujourd'hui de faire cet ajournement? Maintenant, je me permets de ne pas vous suivre lorsqu'on opère, pardonnez-moi le mot, une confusion, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire l'intrication entre judéité et israélianité et sionisme. Ce sont des choses tout à fait différentes. Je ne vous suivrai pas sur la question de l'intelligence des peuples. Ça, c'est un aspect qui n'est pas dans ma culture, si vous voulez. Je vois les choses sous un autre angle. Je pense que l'intelligence existe partout, mais il y a une intelligence qui peut être maléfique aussi. Lorsque vous visitez l'Iran et que vous parlez de la tombe d'Esther, etc., vous voulez dire par là, la conclusion que j'en tire personnellement, c'est que l'Iran est un pays qui a un passé extrêmement long, une civilisation très lourde, et qu'il dépasse les questions religieuses ou communautaires. L'Iran, d'ailleurs, est composite, comme vous le savez. Mais l'Iran est un État qui a aujourd'hui une dimension nationale. Si vous voulez dire implicitement que l'intelligence des uns et l'intelligence des autres, entre guillemets, mise en commun, permettra de contrôler cette région, c'est une vision personnellement que je n'accepte pas. Je ne l'accepte pas parce que, quelles que soient les origines, quels que soient les potentiels et les moyens, pour moi, le seul moyen d'assurer l'avenir pour ces pays et pour la région, c'est le droit international, c'est le respect mutuel. Le jour où les Israéliens respecteront le droit, respecteront ce dont j'ai parlé tout à l'heure, à ce moment-là, je pense que des choses pourront être faites. Mais la question est de savoir, et ça, je termine, si vous voulez, ma réponse sous une autre forme, est-ce qu'en respectant le droit international, est-ce que l'État d'Israël, tel qu'on l'a connu, se développant sous la forme où il s'est développé au cours des 60 ou 70 dernières années, est-ce qu'il sera le même? Est-ce qu'il ne sera pas, il n'aura pas changé totalement de nature? Le jour où ce qui est la société israélienne, qui est extrêmement composite, elle aussi, vous allez voir l'ampleur des contradictions au sein de la société israélienne, elles vont commencer à apparaître au grand jour, social, économique, politique, idéologique, religieuse, etc. Je vais vous dire pourquoi ces contradictions vont apparaître. Le jour où ils se remettront en question, ils remettront en question le rôle qui leur a été imparti dans le jeu géopolitique. Ils se sont remis en question eux-mêmes comme puissance occupante et comme puissance coloniale. Ça, qu'on le veuille ou non. Maintenant, pour quelles raisons ça va commencer à bouger à l'intérieur même de l'État d'Israël, la société israélienne? Est-ce que vous prenez la trajectoire de cette société qui s'est constituée sous forme d'État en 1948? Toute son histoire est une histoire de guerre permanente. Vous savez très bien que l'armature de la société israélienne, c'est l'armée israélienne. Le jour où cette armée sera totalement paralysée parce qu'elle est incapable de mener des guerres. Je ne parle pas, encore une fois, comme pour les États-Unis, il y a un parallèle à faire. Je ne parle pas de la capacité technologique à détruire, ça, elle existe. Mais ce qui a changé, c'est que cette capacité de mener des guerres, d'entreprendre des guerres et de résoudre les problèmes par les guerres est désormais caduque. Pourquoi? Parce que la dissuasion existe et que les Israéliens, il suffit de lire la presse israélienne, ils sont très francs eux aussi de ce côté-là. Ils savent très bien que toute tentative de mener une entreprise guerrière dans cette région aura des conséquences directes sur leur existence même. Et c'est ça, d'ailleurs, qui leur fait peur. On va entrer ici dans des questions très pratiques. C'est la raison pour laquelle ils s'évertuent par tous les moyens comme une mouche sur une vitre à dire les missiles de l'Iran, les missiles de la résistance libanaise, les missiles précis, etc. L'objectif est justement de désarmer des gens qui leur tiennent tête. À partir du moment où il y a un équilibre de dissuasion, il y a peut-être une voie à explorer pour une autre solution dans cette région. Bon.
Alors, je crois qu'il y a une dernière question de Caroline. Je crois qu'il va falloir terminer. On a tous beaucoup de questions à vous poser. C'est très intéressant, passionnant. Oui. Donc, je passe la parole à Caroline. Oui, Rodolphe, si je peux me permettre cette familiarité. Je vous en prie. Si vous avez encore 5 minutes à nous consacrer, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses. Il faut qu'on sorte du conflit israélo-palestinien. Il faudrait qu'on ait le temps de parler de la Syrie, de la Libye, de plein de choses, de la Turquie, de manière plus approfondie. Moi, j'ai une petite double question. Vous m'entendez bien ? Je vous entends là. Pour l'instant, une petite double question. La première, c'est que pensez-vous du nouveau conseiller national à la sécurité américain, donc de Jake Sullivan, qui, d'après ce que je sais ou j'ai pu comprendre, est quand même quelqu'un d'assez impliqué dans tout ce qui a pu être de l'ordre du Russiagate et de tout ce qui a été la poursuite entamée contre Trump autour de ses liens avec la Russie dès son élection il y a 4 ans. Et puis deuxièmement, une question plus moyen-orientale directe. Qu'est-ce que vous pensez de l'état actuel de la relation entre la Turquie et l'Iran ? Vous m'avez entendu ? Oui. Simplement, concernant Jake Sullivan, les 2 dernières phrases n'ont pas été claires, elles ont été coupées, Madame la Présidente. Vous pourriez me les répéter simplement sur Jake Sullivan. Juste avoir votre avis sur lui et sur le type de politique ou de conseil qui pourrait être amené à donner à la nouvelle administration Biden et au président. De façon très schématique, que ce soit Jake Sullivan, Michel Flournoy, Blinken, appartiennent quasiment à la même école. Moi, ma question est de savoir si ce monsieur a l'intelligence qu'on lui prête, s'il est capable de faire la différence entre la nouvelle donne internationale et celle qu'il a pratiquée lorsqu'il était aux affaires à l'époque. S'il est capable de le faire, là, on va vers quelque chose de neuf aux États-Unis. Personnellement, je ne veux pas m'avancer parce qu'il y a des jeux de force très importants. Il y a des lobbies qui sont en train de jouer. Nous allons voir si, et c'est important, le fait de coordonner les informations de plusieurs services de renseignement est important parce que c'est ça qui participe à la décision politique et finalement à la décision présidentielle. Jusqu'à maintenant, ce que nous avons vu, comme je le disais dans l'intervention, la moitié des services de renseignement, sinon plus, travaillent contre l'autre moitié, lui mettaient des bâtons dans les roues, etc., etc. Dans un premier temps, il faudra que M. Sullivan réorganise tout cet appareil. Est-ce qu'il est capable de le faire? Bon, je me pose la question. Mais il y a un paramètre, un facteur dont on tient peu compte. C'est que, et c'est ce à quoi je faisais allusion dans l'introduction, c'est que là où, pour reprendre l'expression qui a été utilisée tout à l'heure dans l'une des questions, a fait bouger les lignes. Trump a fait bouger les lignes au point qu'il a complètement déstructuré les institutions américaines. Et aujourd'hui, l'irruption de cette nouvelle force politique, c'est-à-dire l'irruption de citoyens qui, eux, tous les 4 ans, étaient régulés dans le cadre des campagnes électorales, est tout à fait nouvelle. Et ces gens-là ont un écho au sein de l'appareil institutionnel. Il y a des gens qui pensent également comme eux. Est-ce qu'ils vont intervenir dans le débat? Est-ce qu'ils vont faire pression sur les institutions? Est-ce qu'ils vont perturber le jeu institutionnel et l'accord bipartisan? Ça, encore une fois, je ne veux pas lire dans le mar de café, j'ai des hypothèses. Concernant la Turquie et l'Iran, effectivement, c'est une grande question. En fait, la Turquie et l'Iran, il faut faire la différence entre la Turquie et l'Iran sur le plan géopolitique, je crois, et ça vous me concéderez, et la Turquie de M. Erdogan. Pour la faire très courte, que ce soit la Russie ou l'Iran,
vous savez que c'était le secret de Polichinelle, lorsqu'il y a eu la fameuse tentative de coup d'État, c'est grâce à cette puissance régionale et l'autre puissance internationale que M. Erdogan a eu la vie sauve. Je crois que leur démarche est la suivante. Nous avons quelqu'un qui est un mini-Trump, qui est imprévisible, qui a une vision qui outrepasse toutes les règles de bon voisinage, qui rue dans les brancards, etc. Il vaut mieux l'avoir sous la main pour l'instant que lâcher dans la nature. Et si on observe la manière dont les Iraniens, de façon très subtile, agissent avec lui, on se rend compte qu'en réalité, c'est comme si quelqu'un, sur certains aspects, on lui lâche la laisse, et sur d'autres aspects, on... Et le dernier exemple, et ça, dommage, on aurait pu mais peut-être qu'on pourra en parler, c'est sur l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Indépendamment du fait que je n'ai jusqu'à maintenant pas compris, ou que j'ai peut-être trop bien compris ce qui s'était passé dans la tête de M. Pachinian et de M. Soros et compagnie en Arménie, mais l'attitude, que ce soit de la Russie ou de l'Iran, ça est de dire, bon, on lâche du lest sur certains aspects, mais sur l'aspect stratégique, on met le holà. On met le holà. Et donc, que ce soit l'Iran ou la Turquie, et l'Iran et la Russie sont d'accord sur ce plan. Je n'invente rien et je ne révèle rien du tout. Il y a une concertation pour contrôler, si vous voulez, se laisser aller, ce monsieur qui se lâche complètement et qui a réussi finalement à fédérer contre lui, ce que j'allais dire un néologisme, l'infédérable, que ce soit la France, la Russie, l'Italie, la Grèce, etc. Je pense qu'on va aller vers quelque chose de neuf. Je ne sais pas si dans la nouvelle configuration, M. Erdogan sera l'homme de la situation. Là, il y a également des alternatives. Et là, on va voir également le jeu américain dans l'affaire. C'est aussi un paramètre dont il faudra tenir compte. Très bien. Merci, Margot. Bon, je crois que nous allons arrêter. Ah, j'ai... Ça marche plus, là. On n'entend plus rien. Ça marche plus. En tout cas, encore une fois, merci. Merci pour votre accueil. Merci pour cette atmosphère sympathique avec laquelle nous avons traité de ces questions. Si on pouvait avoir la même atmosphère pour régler sur le terrain les choses, ce serait également bien, je crois. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Je vous en prie.